avec nous là, donc pour juste avant la grande pause méridienne, mais maintenant que vous avez tous rejoints, trois fintech, accès exemplaire sur ce sujet avec des parcours complètement différents. David Elnouchi pour Club Funding, tu vas te présenter dans quelques instants. Bonjour David. Alexandra Chiaramonti pour GoCardless. Bonjour. Rebonjour Alexandra. Et Virgile Delporte, Testamento. Bonjour Virgile. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Alors le sujet qui nous rejoint là pour le moment, c'est de se dire le passage à la scale-up. Comment est-ce qu'on va assurer ce passage à l'échelle, ce développement commercial? Est-ce qu'il faut créer des nouvelles offres, des nouveaux produits? Est-ce qu'il faut passer du B2C, B2B ou plutôt au contraire? Quels moyens on doit se donner? Et on a choisi ensemble, parce qu'on a beaucoup discuté, de vous raconter un petit peu des histoires très très différentes avec plein de modèles qui ont absolument marché. Alors peut-être commencer par vous présenter. Qui veut commencer? La galanterie, j'adore. Oui, donc Alexandra Chiaramonti, je suis General Manager pour l'Europe continentale chez GoCardless, qui est une solution de paiement compte à compte. Donc c'est une société qui a été fondée en 2011 en Angleterre, avec pour vocation très simplement d'aider toutes les entreprises, comme celles ici d'ailleurs, à collecter leurs paiements de manière facile pour qu'elles se concentrent sur leur cœur de métier. Et aujourd'hui, on a une vraie dynamique d'internationalisation et aussi de déploiement de produits. J'en suis témoin puisque moi je suis pas en Angleterre mais ici même. Et donc on a un gros axe là-dessus. Et historiquement, je viens aussi de l'univers de la tech au-delà de la fintech avec notamment des expériences internationales chez Criteo. Donc les gros enjeux de développement commercial à très grande échelle, tu connais et tu as pratiqué? Un petit peu. Virgile? Oui, donc bonjour à tous, moi je suis Virgile Delporte, je suis le cofondateur et président de Testamento, une société qu'on a créée en 2013. Si je me définis sur un plan personnel, je suis un entrepreneur, un serial entrepreneur assez engagé dans l'entrepreneuriat et donc j'ai la chance de diriger cette société depuis 8 ans maintenant, 8-9 ans, et avec un parcours initial dans le jeu vidéo. D'où une notion de gamification, je pense qu'on verra dans le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Et puis dans l'analyse d'image, donc dans la tech et dans le logiciel depuis 25 ans. Et puis une idée qui a germé, qui était complètement en différence à l'origine de Testamento, mais tu vas revenir sur l'histoire et l'offre de ce que vous proposez. Et puis avec nous David. Oui, bonjour, donc David Elnouchi, je suis cofondateur de Club Funding, donc, qui est aujourd'hui le leader français et européen du crowdfunding. On est spécialisé en immobilier. C'est aujourd'hui une centaine de personnes et on a eu beaucoup d'enjeux de développement, d'aller chercher de nouveaux clients, parce qu'on a deux typologies de clients, j'y reviendrai peut-être après. On a des clients entreprises qui cherchent à lever de l'argent, à emprunter de l'argent, donc beaucoup dans le secteur de l'immobilier. Et on a des clients investisseurs qui cherchent à placer leur épargne. Alors on offre des produits hyper intéressant, le rendement c'est 10%, c'est des produits courts, donc voilà. Et donc on a ces deux typologies, il a fallu à chaque fois essayer d'innover, d'avancer pour élargir la gamme des clients, à la fois côté entreprise et côté investisseur. Voilà, donc on a créé la société en 2015 et avant ça, moi je travaillais en finance, donc d'où le côté plutôt fintech, et je faisais des fusions-acquisitions dans une banque et avant j'étais étudiant. Voilà. Merci David. Alors peut-être la première histoire qu'on a envie de vous raconter, enfin en tout cas c'est moi qui l'ai proposée comme telle, c'est de passer la parole à Virgile. Alors peut-être parce que en fait on se connaît depuis longtemps tous les deux et que j'ai pu suivre l'aventure de Testamento et notamment en se disant qu'est-ce qu'il faut faire quand on crée une entreprise comme Testamento. Tu vas expliquer la solution initiale avec une cote d'amour et puis une idée qui était absolument unique. Comment est-ce qu'on va à la croissance, nouvelles offres, nouveaux produits ou peut-être pivot. Voilà, donc la parole est à toi. Je pense que déjà, cette histoire est un bel exemple. Oui, en fait, l'idée, c'est de parler de comment on passe d'une idée à un vrai business, en fait. Parce que à l'origine, quand je me suis attaqué au sujet en montant Testamento, j'ai voulu résoudre un problème personnel que j'avais pu tester auprès de pas mal de monde autour de moi. C'est que j'avais essayé de faire un testament la veille d'un départ pour un trek en Amazonie. J'avais essayé de le faire tout seul parce que j'avais des enfants en bas âge et je m'étais dit si je reviens pas, ça va être compliqué pour eux. J'ai vécu dans plusieurs pays dans le monde, donc ce n'est pas simple du tout.
Et donc j'ai essayé de faire un testament, je me suis aperçu au retour que le testament n'avait pas de valeur juridique parce que je m'étais pas bien pris. Donc ce problème, en fait, je me suis dit qu'il y avait un truc qui était beaucoup plus grave derrière mon histoire personnelle, c'était que parler de ces sujets-là, c'était super compliqué. Très très compliqué. Et donc je me suis dit, on va faire une plateforme qui va permettre de démocratiser ce sujet expliqué, parce que comme d'habitude, on n'agit pas si on n'a pas compris. Donc on a créé Testamento en 2013 avec l'idée de permettre à tout le monde de comprendre comment fonctionne une succession et de pouvoir agir dessus directement en ligne. Donc c'est assez, on ne parlait pas de FinTech, il n'y avait pas encore d'InsurTech, c'était vraiment un premier point de départ. On a levé des fonds auprès de Business Angel, dont des gens comme Thierry Petit, donc qui ont vraiment bien accompagné la partie B2C. Et puis au bout de quelques années, on voyait que l'entreprise grandissait, mais on voyait aussi surtout des assureurs qui venaient nous voir en nous disant « c'est génial ce que vous faites ». Parce que derrière, c'est les enjeux de la clause bénéficiaire. Alors exactement. En fait, il y a énormément de sujets autour du décès. En fait, quand on sait en parler, on peut ouvrir le champ du business. Le business, c'est un vrai, c'est un driver, et un assureur ou un banquier qui est capable de parler de ces sujets-là, il va mieux vendre l'assurance de personnes. Donc en fait, on a des assureurs qui sont venus nous voir en nous disant « est-ce qu'on ne peut pas utiliser votre savoir-faire sur parler de choses complexes et en faire et avoir une démarche qu'on construit ensemble ?» Donc en fait, c'est ça qui s'est passé. Ouais. Alors ça, c'est le premier étage de la fusée. Donc tu arrives avec une idée qui est unique, vous la lancez sur un sujet finalement que tu rends accessible à tous. Moi, je me rappelle de l'aventure, donc une vraie cote d'amour, quelque chose de très émotionnel autour de ces offres. Assez rapidement, des assureurs qui s'intéressent à cette offre. Et alors, qu'est-ce qui se passe derrière? Parce qu'aujourd'hui, ça a considérablement évolué. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi? Oui, donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'en 2018, on a vraiment assumé un début de pivot, puisque finalement, les assureurs qui venaient nous voir, ils avaient des enjeux métiers importants, du business à faire avec des solutions comme les nôtres. Et en fait, on est devenu éditeur de logiciels, ce qui était mon métier depuis le début de ma carrière, en fait. En fait, la notion de logiciel, c'est que on a commencé à vendre nos solutions en SaaS pour aider les réseaux de distribution d'assurance à mieux vendre l'assurance de personnes avec des process très très structurés pour que les forces commerciales suivent une démarche très, très claire de diagnostic de mon client, je lui explique ce qui se passe s'il n'a pas bien anticipé. Et puis on est passé de j'anticipe pas le décès à j'anticipe pas le reste des risques de la vie ou des sujets qu'on n'aime pas trop anticiper, la prévoyance, les accidents lourds, c'est pas un truc qui nous fait triper. Il y a plein de sujets. La retraite, c'est pareil. Hein. Est-ce que je l'ai bien préparé? Est-ce que j'ai bien anticipé? En fait, on est arrivé à parler de choses compliquées et les rendre simples dans des démarches commerciales. Et effectivement, il y a un élément qui s'est ajouté là-dedans, c'est l'élément réglementaire. La loi Eckert est sortie, pour ceux auxquels ça parle, il y a plus de 100 millions d'euros d'amendes qui ont été infligées à des assureurs parce qu'ils ne trouvaient pas les bénéficiaires des contrats d'assurance vie en déshérence. Donc la déshérence, c'est un vrai sujet. Et donc nous, on avait construit un petit peu à l'image du testament, un parcours digital super simple pour que les conseillers ou les clients puissent finalement faire une clause bénéficiaire qui soit adaptée à leur vie, en fait. Et donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'un vrai pivot pour Testamento? Parce que l'activité originale, elle existe toujours. Oui. Alors c'est effectivement, je pense que maintenant, en 2022, fin 2022, on peut vraiment assumer un pivot parce que 99% de notre chiffre d'affaires, il est B2B. Donc le B2C reste un élément intéressant qu'on regarde, mais qui n'est pas le sujet principal. Et en fait, rien que même l'offre dont je vous parlais, qui est testament en ligne, de dernière volonté, coffre-fort numérique, inventaire, des choses à pas oublier, en fait, on l'a packagé dans une offre B2B qui s'appelle Planner. Et en fait, elle est embarquée dans des contrats obsèques, elle est embarquée dans des engagements de fidélisation des clients, puisque finalement, tous ceux qui vendent de la vie, de l'assurance vie au sens large, en fait, ils manquent d'interaction avec leurs clients. Et leur offrir une plateforme de service comme celle-ci, ça fait énormément de sens pour détecter des événements de vie qu'ils ne savent pas détecter aujourd'hui. Ouais. Donc finalement, la raison d'être, elle n'a pas vraiment changé. Hein, on est d'accord? On est toujours sur ces éléments de vie clés critiques à forte intensité et une chaîne complète de services à l'assureur. Exactement. C'est ce qui, moi, je trouve assez intéressant. Le why, le fameux why des entrepreneurs. Par quoi on commence? Pourquoi on a créé Testamento? Nous, on a dit, dès le début, chez Testamento, on pense que toutes les étapes de la vie devraient être simples à anticiper. On est parti de ça. Et en fait, on n'a pas changé. C'est le what et le how qu'on a changé. C'est qu'est-ce qu'on offre. Parce que finalement, les services qu'on offre, ils répondent à cette mission, mais ils s'appuient sur des réseaux
qui ont le même enjeu que nous, mais qui sont capables de les amener aux clients beaucoup plus fort que nous, puisqu'un B2C, on sait très bien, ça coûte cher à acquérir, alors que ces réseaux, ils sont prêts à nous payer pour les aider à mieux amener ces sujets, parce qu'il y a des gros enjeux business qui sont associés. David, tu avais une question pour Virgile? Ouais, j'avais une question. Testamento, c'est un nom qui est quand même assez proche de Testament, c'est pour ça que vous l'avez lancé. Et aujourd'hui, c'est 1% de ton chiffre d'affaires, tu nous disais. Est-ce que tu as voulu changer le nom ou c'est une chose à laquelle tu penses en ce moment? Alors on s'est gratté la tête beaucoup là-dessus et on n'a pas complètement fini, je pense. Mais effectivement, c'est un vrai sujet. Testamento, quand on en parle dans le monde de la banque assurance, j'allais dire, le niveau de notoriété est assez bon. Même la cote d'amour, dont tu parlais, Valérie, elle est là. Il se trouve que pour arbitrer, j'ai eu la chance d'interagir il y a quelques mois avec Maurice Lévy, Publicis. Et en gros, il m'a dit, vous avez une marque phénoménale, continuez de l'exploiter. En revanche, il va falloir faire de la pédagogie autour, parce que c'est ça notre sujet, c'est que si Testamento égale Testament en ligne, on ne remplit pas notre mission. Mais si on sort Testamento, qu'on appelle ça Tartampion, on perdra toute l'identité initiale et la cote d'amour. Donc c'était ce risque, on n'a pas arbitré encore. Ouais, d'accord. Ouais, donc du coup, il y a quand même un sujet qu'on oublie quelquefois un petit peu dans ce passage à la scale-up, c'est le branding, c'est la marque. Et effectivement, là, entre ton histoire, celle de Testamento, du pivot et de la marque, je pense qu'effectivement, il y a un bon feedback. Alors, peut-être, moi, je voudrais aussi écouter, alors, complètement sur une autre histoire, mais vraiment, alors on va faire un autre bond, mais c'est intéressant sur ce panel, c'est qu'on a des témoignages qui sont très différents. Me tourner vers Alexandra. GoCardless. Alors d'abord, on fait quoi chez GoCardless? Bonne question. Et comment est-ce qu'on a, comment c'est fait ce passage à l'échelle, offre de produits, structure de l'entreprise. Aujourd'hui, près de 900 collaborateurs, c'est ça. Alors déjà, je me permets de rebondir parce que du coup, c'est un bon sujet connexe. Nous, le nom est très clair également. L'idée était de faire des paiements sans carte. Donc au moins, le branding est assez en adéquation avec la vocation du produit. Donc c'est une société anglaise initialement, créée en 2011, avec une promesse assez simple, simplifier la collecte de paiements pour toutes les entreprises. Voilà, ça partait d'un constat où c'était parfois un peu laborieux. Donc l'idée était de digitaliser l'expérience pour laisser les entreprises se consacrer à leur cœur de métier. On en a plein ici qui sont assez intéressants. Et donc de moins perdre de temps à aller chercher du paiement en permanence. Voilà, paiement compte à compte. Initialement, c'était essentiellement ce qu'on appelle du direct debit, donc du prélèvement automatique. Puis rapidement, il y a eu un peu toute la révolution de l'open banking qui a permis d'ouvrir un tas de possibilités de connectivité, de transparence, d'instantanéité, c'est toujours difficile à dire celui-là, des paiements. Et donc tout ça, ça a permis d'avoir pas mal d'innovations. Donc c'est un peu l'enjeu qu'on a eu. Il y a un double enjeu qui était de sortir de l'Angleterre, d'aller s'étendre à l'international. Et un autre enjeu aussi, c'est de rajouter des briques pour pouvoir offrir encore plus de services autour du paiement. Le choix, il a été simple, on a fait les deux. Voilà. Donc... Non, mais justement, Ouais. j'en ai là. Vous avez décidé de faire les deux. La première chose, c'était de sortir du UK. Oui, complètement. Voilà. Et ensuite, de aussi faire évoluer votre offre, mais tu vas nous raconter pourquoi. Oui, voilà. Donc, alors, premièrement, effectivement, l'expansion internationale, décidément, j'ai du mal avec l'été. C'est clé. Alors, c'est clé pourquoi? Parce que ce qui est important aussi quand on propose du paiement, c'est d'avoir aussi une certaine globalité. On est capable de collecter dans plus de 30 pays différents, c'est quand même très intéressant pour les entreprises, notamment dans notre univers de scale-up. Très rapidement, les entreprises sont à l'international. Donc si on veut les accompagner de manière adéquate, on est obligé d'avoir cette présence-là. Logiquement, donc, on est venu s'intégrer et se développer en Europe. On a aussi une présence en Amérique du Nord et en Australie. Donc nous, on fonctionne par zone. Donc par exemple, en Europe, la zone CEPA. Ce qui fait qu'on a une présence en Europe, dont le bureau principal est Paris, sur l'Europe continentale, et avec une grosse ambition de se déployer sur toute la région. Et du coup, j'en viens aussi à une acquisition qu'on a faite en début d'année, d'une société qui s'appelle Nordigen, qui est une société aussi en zone européenne, et qui, elle, du coup, a vraiment pris le prisme de l'open banking et donc a déployé toute la connectivité avec des milliers de banques en Europe, parce que sur l'open banking, l'enjeu est double. La couverture d'un maximum d'utilisateurs en Europe, donc l'accès à leurs banques, tout simplement, à leurs données bancaires. Et ensuite, l'innovation technologique,
et donc de pouvoir utiliser cette couverture-là pour proposer des services additionnels. Donc du coup, un premier choix, celui de la croissance externe, pour aller chercher finalement peut-être des technologies qui étaient connexes et étendre votre offre de produits et services pour aller effectivement pousser encore plus loin cette aventure scale-up. Et donc ça s'est fait il y a combien de temps? Ça s'est fait en janvier, donc on est en pleine intégration. C'est tout récent. Oui. Grande intégration, et déjà vous envoyez les premiers fruits. Oui, complètement. On a développé des solutions qui reposent sur cet accès à plus de données. Une solution de prévention de la fraude qui permet finalement de prévenir en amont, avant même que le mandat soit créé, que ce mandat n'est pas frauduleux, et donc on pourra bien évidemment prélever les fonds du client. C'est quand même assez intéressant et on gagne beaucoup de temps et d'argent et c'est instantané. Et la deuxième solution, c'est tout ce qui tourne autour de l'initiation de paiement qui permet aussi, encore une fois, l'instantanéité, cette fois-ci j'y suis arrivée, des paiements. Donc il y a vraiment cet enjeu-là aussi. Alors ce qui avait retenu aussi mon attention quand on a discuté toutes les deux, parce que moi j'avoue que j'ai découvert l'aventure Cogardless, c'est que vous avez en même temps que cette croissance externe, fait évoluer votre offre, mais que vous avez pu le faire parce que vous aviez atteint une taille critique sur tous les enjeux de data et de ce que vous avez finalement fini par accumuler complètement. au cours de votre développement. Effectivement, c'est un très bon point. Ce qui est intéressant, c'est quand on offre une solution, c'est d'offrir des services connexes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est au-delà de servir vraiment, répondre aux besoins de prélèvement, c'est d'apporter de l'intelligence, de la donnée. Donc d'aider tous nos clients à être un peu plus décisionnaires sur la façon de collecter, comprendre la data. Et donc nous, on propose des solutions notamment de compréhension et donc d'action intelligente sur les paiements. Ça veut dire quoi? On comprend mieux pour quelles raisons des paiements ont éventuellement échoué. C'était pas le bon moment, la personne est décédée, ça arrive, on en parlait justement des sujets comme ceci. Mais du coup, dans ces cas-là, c'est pas la peine d'essayer de représenter un paiement. Et donc, nous, on a une solution automatisée qui permet de comprendre ce qui s'est passé et donc d'aller rechercher ces paiements qui ont été échoués. Donc, d'apporter de l'intelligence à une solution simple au départ. Donc, d'apporter toute cette intelligence-là du fait qu'on collecte des millions de paiements. On comprend mieux tout ce qui se passe, on arrive à identifier des patterns, ce qui nous permet d'être un peu plus maître du sujet et de proposer des solutions assez intéressantes qui font gagner du temps et de l'argent, on l'espère, à nos clients. Et ça, dans le développement, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas proposer dès le départ. Il fallait que vous atteigniez ce seuil critique pour être capable de faire évoluer votre offre. Oui, complètement, et c'est toujours un peu le sujet sur les sujets intelligence artificielle. C'est un mot un peu pompeux, mais finalement c'est vrai. Ça passe par des volumes, ça passe par de la couverture, ça passe par la data. Donc il y a un sujet critique qui est de couverture. Notre solution, elle est intéressante que si on peut adresser l'intégralité de ses clients. Et en plus de taille critique, comme toute donnée statistique, c'est la masse de la base qui permet d'avoir une solution pertinente. Donc effectivement, c'est à partir du moment où on a une présence globale sur plusieurs continents, sur plusieurs rails bancaires, qu'on a pu proposer ce genre de solution et d'avoir en plus la maturité technologique aussi, c'était important, bien sûr, pour pouvoir le proposer de manière simple directement dans la plateforme. Et quelque chose qui vous différencie du coup fondamentalement et qui vous fait prendre encore quelques longueurs d'avance par rapport à vos concurrents bancaires? Oui, c'est le chat et la souris, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des concurrents et aussi des partenaires, mais je pense que nous, l'axe, c'est vraiment de simplifier les choses. Et donc, je parlais de la connectivité à l'instant, être capable d'offrir toute une suite de produits de manière simple, tout intégré, soit directement dans nos plateformes, soit via nos partenaires dans lesquels on est également intégré. C'est un peu ça l'enjeu, de rendre la chose simple, d'éviter le traditionnel coup de téléphone à son conseiller, etc., pour pouvoir rendre la chose assez digitale, simplifiée, encore une fois, pour retomber dans la mission initiale qui est de laisser les entrepreneurs, les employés se concentrer sur leur cœur de métier plutôt que le sujet du paiement, qui n'est pas toujours le plus drôle. Merci beaucoup, Alexandra. Alors, je voudrais qu'on raconte aussi une autre histoire, celle de Club Funding. Quand j'ai rencontré David, je lui ai dit « Oh là là, mais j'ai un pragmatique très audacieux ». Alors, ça peut paraître un peu paradoxal, mais finalement, c'est la façon dont vous avez géré ce développement, dont tu as géré ce développement. Tu peux nous raconter l'histoire de Club Funding? Oui, bien sûr. Donc Club Funding, c'est une plateforme de crowdfunding. Et je vais rebondir sur un mot que vous avez cité tous les deux, ou une idée que tu as dit. C'est nous, le point de départ, il a été d'abord réglementaire. Parce qu'il faut savoir que et ça concerne beaucoup de fintech d'ailleurs, pendant très longtemps, les entreprises se sont financées uniquement ou quasi exclusivement avec les banques. Il y avait un monopole bancaire. Et il y a eu une brèche dans ce monopole bancaire en 2013 et 2014. Donc à l'époque, le ministre de l'économie, c'était Emmanuel Macron. Bon, c'était Arnaud Montebourg qui avait poussé le projet. Mais donc pour ouvrir finalement
le financement des entreprises à d'autres acteurs que des banques, à savoir des particuliers. Et donc, il y a eu cette évolution réglementaire qui nous a permis d'exister. Donc, il y a eu des agréments qui ont été créés de conseillers en investissement participatif, d'intermédiaires en financement participatif. Et donc, on a vu que dans d'autres pays, le financement alternatif était très développé. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, c'est quasiment 80% du financement aujourd'hui, je dirais, dans ces pays qui est alternatif en dehors des banques. En France, c'était 0. Et donc, on s'est dit, on va rentrer dans la brèche réglementaire et donc on va aller chercher un agrément pour pouvoir lancer notre activité. Donc ça, c'est la première chose. Mais c'est pas comme ça qu'on fait du chiffre d'affaires, évidemment. Après, c'est comme ça que débutent les bonnes idées. Exactement. Mais ensuite, il a fallu se dire comment on va chercher nos clients. Comment on va chercher nos clients entreprises, nos clients investisseurs. Sur la partie investisseurs, on a eu un petit peu de chance parce que dans notre tour de table, on avait un gros CGP, donc un gros conseiller en gestion de patrimoine, qui nous a apporté des clients qui investissaient sur d'autres supports, notamment de la défisque, donc rien à voir avec notre investissement. On avait la chance d'avoir cette base d'investisseurs. Et côté entreprise, on s'est dit, on va aller financer toutes les entreprises. Donc évidemment plutôt des petites entreprises. Mais les petites entreprises, il a fallu choisir un petit peu où est-ce qu'on visait, parce que finalement on était à ressources limitées, notre temps était limité, et on a voulu beaucoup financer des sociétés dans le secteur de la restauration, du service, et les produits qu'on proposait aux investisseurs, il n'y avait pas vraiment le déclic, parce que les maturités étaient longues, on avait du mal à collecter. Et par hasard, on avait financé des entreprises dans le secteur de l'immobilier, et là, tout de suite, on a senti le coup de foudre. Vraiment, on s'est dit, on comprend vraiment le besoin de financement côté entreprise, les opérateurs immobiliers. Donc les banques, les opérateurs immobiliers ont besoin de compléter leur financement à côté des banques. Les investisseurs sont sensibles à l'immobilier. Est-ce qu'ils peuvent se projeter dans un projet, même si c'est de la promotion, donc un terrain où ça va être construit, ils peuvent vraiment se projeter, voir le produit. Les maturités étaient plus courtes et les entreprises étaient capables de payer du 10%, sans broncher quasiment, il y a un peu de négo évidemment, mais et tout de suite, quand on a mis en place ces projets, les collectes ont décollé. Et vraiment, avant, on collectait 100 ou 150 000 euros en 3 semaines. Là, je me souviens, notre premier projet, donc tu parlais d'audace, c'était ça. Il y a un client qui va nous voir, qui nous dit « Est-ce que vous êtes capable de collecter 700 000 euros ?» Donc nous, avec mon associé, on lui dit « Évidemment, on va vous collecter 700 000 euros. » mais donc là, de l'audace. Voilà. Mais on n'avait jamais collecté plus de 150 000 euros. Et donc là, on retourne au bureau et on se dit, mais comment on va lever cet argent? Et en 3 minutes, on lève l'argent. En 3 jours, pardon. Ah oui. 3 minutes. Aujourd'hui, c'est 3 minutes, mais en 3 jours, on lève l'argent. Et on se dit, on lève 5 fois plus, mais 10 fois plus rapidement. En plus, toute l'équipe était, on était petits, on était 5 ou moins de 10 personnes. Toute l'équipe était hyper intéressée par l'immobilier. On s'est dit, bon, il y a un truc, on va foncer là-dessus. Il y avait déjà des acteurs, mais on s'est dit, on va foncer sur l'immobilier. Et on va recruter des équipes qui ont fait de l'immobilier, on va aller voir que des clients immobiliers et on ne va pas perdre de temps, on fonce. Donc une première étape qui a été clé et décisive, c'est un recentrage de la proposition de valeur en disant on ne va pas y aller large, on va y aller là où on a compris qu'on est sûr qu'on peut aller poser les premières briques de rentabilité. Exactement, on a compris que sur ce secteur on pouvait faire des volumes. Nous, plus on fait de volume, plus on fait de chiffre d'affaires et plus on peut payer nos équipes finalement, plus on fait des bidas. Et tout de suite, comme on n'avait pas fait de tour de table, c'était vraiment notre argent, quoi. Et on n'avait pas le choix que d'être rentable. Et donc on s'est dit en faisant des gros volumes avec l'immobilier, on va réussir à être rentable et on l'a été très rapidement. Mais on n'osait pas trop dire qu'on était spécialisé en immobilier à l'époque parce qu'il y avait d'autres acteurs et on aime bien être discret. Et assez vite, on l'a dit. Mais tu vois, par exemple, je crois en 2017 ou 2018, on a eu l'opportunité de financer des entreprises dans le secteur des énergies renouvelables. Donc c'est un secteur hyper intéressant, évidemment, d'actualité. Un petit pas de côté sur l'offre. Exactement. On s'est dit, bon, on va faire du développement durable, c'est quand même bien. En plus, on a été pitché EDF Énergie Nouvelle, Engie, donc des super clients. Et là, moins de chiffre d'affaires. Donc notre commission était de baisser de 50% à peu près. Pour aller séduire les investisseurs, le rendement était de 5%. Donc par rapport aux 10% qu'on fait dans l'immobilier, ça n'a plus rien à voir. Les maturités plus longues, donc on sentait qu'on n'allait pas y arriver, c'était hyper prestigieux quoi, de financer EDF Énergie Nouvelle, etc. Mais on s'est dit, on va perdre trop de temps, on va tuer l'équipe, on va gaspiller notre énergie,
on reste sur l'immobilier, on fonce, et franchement, on ne regrette pas d'être resté sur l'immobilier. Après, ce que je te disais hier, c'est que la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on est leader dans notre secteur, on fait 500 ou 600 millions par an, et donc pour aller chercher des relais de croissance, pourquoi pas aller sur d'autres secteurs. Et le renouvelable, évidemment, c'est un secteur qui fait des gros volumes, donc on se dit peut-être qu'aujourd'hui, on peut allouer plus d'énergie à ce développement. Donc on n'oublie pas de plan de départ. Par contre, on avance avec prudence, audace quand même, mais on consolide. Oui, après 7 ans, nos fondations sont un peu plus solides. Là, on a fait rentrer des nouveaux investisseurs qui ont vraiment apporté beaucoup, notamment en termes de capital. Donc voilà, on peut se permettre de prendre un peu plus de risques, mais c'est notre tempérament. À chaque fois, on va se lancer dans un développement, une croissance rentable. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se lance dans un nouveau business, il faut que la rentabilité, on puisse l'avoir assez vite. Et donc, les risques qu'on prend sont assez mesurés, mais on en prend un petit peu plus qu'avant, évidemment, parce qu'on peut se le permettre. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous le permettre. Je suis curieuse, est-ce que tu peux rapidement te déployer à l'international? Est-ce que c'est scalable internationalement? Excellente question. Alors, aujourd'hui, donc, comme je le disais, on a un agrément. On a un deuxième agrément de société de gestion, donc qui nous permet de faire plein de choses. Mais sur l'agrément de plateforme de crowdfunding, aujourd'hui, on ne peut financer que des entreprises domiciliées en France. Mais évidemment, l'international, ça nous intéresse. Depuis 12-18 mois, on commence à financer à l'étranger, mais via des entreprises françaises. Juste pour tester le produit, on s'est dit, par exemple, on avait des projets à Majorque, en Espagne, on s'est dit, est-ce que ça peut intéresser nos investisseurs français d'investir en Espagne? Et là, pareil, collecte en 3 minutes, là, pour le coup, sur des projets en Espagne. On a réussi à négocier des bonnes rentabilités pour les investisseurs. Donc, on s'est dit, il faut accélérer sur l'international. Et notre agrément est en train d'évoluer. On a un agrément français qui va devenir, on va avoir un passeport européen. Et donc, on va pouvoir aller financer directement des entreprises et des projets en Europe. Voilà, donc, mais ça fait partie de notre feuille de route, ouais. Moi j'ai une petite question, et c'est en fait une forme de frustration parce que je crois énormément au fait de pouvoir avoir ce financement participatif en equity. Qu'est-ce que tu en penses de l'equity dans l'entreprise? Ça a un petit peu démarré dans ces années-là quand ça s'est déréglementé. Est-ce que tu y crois sur le moyen terme? Alors, c'était exactement comme les énergies renouvelables, parce que quand le crowdfunding s'est créé, il y avait 3 formes de crowdfunding, sous forme de prêt, ce qu'on fait, sous forme d'investissement en equity, donc au capital des sociétés, et sous forme de dons. Et l'equity, c'était essentiellement pour les plateformes, disons pour les startups, et sur ce secteur, on a senti... Tu as parlé d'un mot tout à l'heure, tu as dit démocratisation. On a senti que le financement des startups était déjà hyper bien démocratisé. Il y avait plein de solutions, les business angels, les VC. Enfin, il y a pas mal de façons de se financer quand on est une startup. Et donc, à l'époque, on s'est dit que ce n'était pas la meilleure chose à faire que d'aller sur ce secteur. Après, aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Par exemple, dans l'immobilier, les banques ne financent quasiment plus les opérateurs immobiliers ou avec des niveaux de fonds propres énormes, les taux augmentent, donc les conditions. Et donc les opérateurs, ils peuvent venir nous voir et on peut financer l'intégralité du besoin. Et ça, on le fait beaucoup depuis 2 ans, sauf que ça coûte cher. 10% par an, si tu n'as pas une marge de 20% sur ton projet, tu n'y arrives pas. Et donc, une des solutions, c'est de faire de l'equity. Parce que si tu mets de l'equity dans la société ou dans le projet, et finalement, tu es rémunéré sur le rendement, la marge, le succès de l'opération. Et donc, on voit beaucoup d'opérateurs, je ne vais pas trahir tous nos secrets, mais il y a beaucoup d'opérateurs qui commencent à être séduits par le financement en equity, mais c'est un peu particulier, ça va être un financement en equity sur un projet identifié, et pas forcément sur la société. Mais, oui, donc, en tout cas, sur le segment de l'immobilier, ça reste votre cœur d'action, quoi. Ouais. Sur l'immobilier, nous, ça nous semble une piste et un relais de croissance assez important. Après, sur les autres secteurs, pour l'instant, on n'a pas creusé. Alors j'ai une question subsidiaire, il nous reste encore 5 minutes, je me tourne vers la régie ou en tout cas ceux qui font attention au temps. Une question subsidiaire, c'est que je viens de vous écouter tous les 3 parler, vous aussi vous les avez écoutés, et à plusieurs reprises, j'ai entendu le mot « avec l'équipe ». On a pris la décision et ce qui est très rigolo, c'est que quand on s'est parlé pour préparer cette table ronde, je ne vous ai pas rencontré tout seul. Vous étiez des équipes.
Alors, sur ce chemin de la scale-up, sur le choix que vous avez fait, du pivot, de la croissance externe, de créer une nouvelle offre, de se dire on y va en prenant des risques, pas en prenant des risques, comment ça se passe avec l'équipe que vous embarquez là-dessus? Parce que finalement, c'est avec les équipes qu'on fait ce succès. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire là-dessus, David? Alors peut-être en deux mots. Bon, déjà, c'est vrai que chez Club Funding, on est 2 associés au départ et aujourd'hui beaucoup plus d'associés parce que on souhaite vraiment que nos directeurs soient impliqués et croient en l'avenir de notre société. Et donc, on a ouvert notre capital aux dirigeants de la société et c'est tout à fait normal. Et c'est vrai que quand on souhaite aller sur un nouveau produit, un développement, si on n'a pas l'adhésion de l'équipe, on n'y arrivera pas. Enfin, je pense que vous le ressentez. Et sans l'équipe, on ne peut pas y arriver parce qu'on ne peut pas tout faire seul. Donc, on a besoin de l'équipe. Et donc, c'est pour ça que on dit nous toujours parce que on n'est rien sans notre équipe et on compte beaucoup sur eux. Il faut vraiment compter sur cette mobilisation. Comment ça se passe quand on est déjà 800, peut-être 900 aujourd'hui chez Go Cardless? Moi, j'ai un sujet un peu différent. Je ne suis pas la fondatrice de Go Cardless, mais il n'en demeure pas moins qu'on est une entreprise dans l'entreprise avec notre petit univers français. Moi, quand je suis arrivée, j'avais un peu à cœur aussi de rejoindre un état d'esprit, une culture et de créer aussi notre culture du bureau français. Parce que je suis convaincue que c'est quand on arrive à avoir cet esprit-là qu'on arrive à avancer. Et moi, en tout cas, j'aime bien m'entendre avec mes collègues et me dire que parce qu'on prend du plaisir à bosser ensemble, on est capable d'aller un petit peu au-delà et ensuite accomplir des belles choses. Pour l'instant, c'est ce qu'il se passe, mais en tout cas, moi, je ne le conçois pas autrement. Et c'est ce que j'aime finalement dans notre équipe France, spécifiquement aussi chez Go Cardless, où on arrive à se créer cet écosystème franco-français sur notre petit univers, tout en étant intégré quand même dans la plus grande entreprise, mais avec notre identité forte, notre petite maison qui marche quand même très bien, mais toujours dans un esprit d'équipe qui est trans-niveau, trans-équipe, trans-fonction, tous dans le même but de faire avancer la boîte, d'abord de la France, mais aussi plus globalement, et du coup d'arriver à vraiment être un collectif. On ne se demande pas qui fait quoi, on a tous envie d'avancer dans la même direction. Et avec l'intégration effectivement de nouveaux collaborateurs en acquisition sur cette croissance externe, c'est un gros sujet. Et alors quand on décide de faire un pivot comme celui de Testamento, qu'est-ce qui se passe? Là, on est exactement, c'est même de la survie. Si on ne sait pas bosser avec les autres, c'est foutu. Parce que moi, je suis un généraliste. Je suis arrivé, je vous ai parlé de mon expérience dans d'autres segments. Je ne connaissais pas du tout le secteur de la finance et assurance, à part d'avoir un master en finance, que je n'ai jamais exploité de ma carrière du tout. Donc en fait, là, clairement, l'équipe, c'était fondamental. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour commencer ce pivot, on a eu des apports extérieurs. D'abord, un collaborateur qui avait bossé en tant que CGP pendant 15 ans, qui m'a appelé un jour en me disant « C'est génial ce que vous faites, j'aimerais bien qu'on bosse ensemble ». On n'avait pas encore d'offre B2B du tout, mais il voyait qu'il y avait quelque chose à faire, donc c'est intéressant, Laurent. Et puis ensuite, on a constitué un comité stratégique avec des experts, un ancien patron d'AIG Europe notamment. Donc on a commencé à absorber de la connaissance et évidemment aujourd'hui on a à la fois de la compétence tech évidemment, de la compétence métier et de la méthodologie aussi, par exemple que Audric qui doit être par là, ici, qui nous a apporté de la méthodologie sur la partie go-to-market. On travaille avec des alliances, des AXA, des grands comptes et en fait pour bosser avec eux, il faut savoir avoir des process efficaces aussi. Merci Virgile, merci Alexandra, merci David. Merci, et puis j'espère que voilà, ces partages d'expérience vous auront éclairé sur les chemins à entreprendre. Moi j'ai noté aussi que vous aviez pas mal de choses à vous dire et peut-être du coup des leçons à apprendre les uns des autres sur ces parcours Scale-up. Merci à tous. Merci beaucoup.